Welcome to Louisiana. Hello, ravi de vous retrouver. Cette semaine, je vous emmène dans le sud des États-Unis pour visiter la Louisiane, un État à part, au destin singulier. Cette région représente aujourd'hui un condensé des racines des États-Unis, avec le métissage de sa population et de sa culture notamment. Ainsi, de la capitale du jazz, la Nouvelle-Orléans, reconstruite après l'ouragan Katrina, jusqu'au pays cajun, en passant par les tribus des Indiens Houma, je vais vous faire découvrir différentes facettes de la Louisiane du Sud. Soyez donc les bienvenus pour mes échappées belles, des échappées belles qui s'annoncent musicales et festives. Ça va y aller. Voilà, ça c'est du comité d'accueil, ça. Ah oui, bonjour mes amis, c'est ça que c'est la musique de nous les Cajuns, hein? En Louisiane, Jérôme devra tenir le rythme. On m'a dit, chez les Cajuns, tu vas devoir manger et danser, sinon tu auras tout raté. Voilà la rue Bourbon, c'est la 3e rue la plus célèbre des États-Unis. Il n'y a aucun autre endroit au monde comme la Bourbon Street. Mais pas seulement. Je fais un voyage et dans l'espace et dans le temps ici. Et voilà, monsieur, tu es superbe. I'm not sure. Une échappée au cœur de la culture cajun. C'est nécessaire de connaître notre histoire. Voici la reine des écrevisses de cette année. Et au cœur des bayous. Quand on est ici, on n'entend pas le bruit des voitures. C'est calme, apaisant. On n'a pas à s'inquiéter du regard des autres qui vous jugent. Vas-y, monte-le à bord! Allez! La Louisiane, Je veux que les gens apprécient leur visite ici. Exactement comme les Américains aiment aller à Versailles. un héritage toujours vivant. Ça fait rêver tout ça, hein, forcément. Certes, vous êtes magnifiques, ça vous êtes très nombreuses, mais je ne suis pas un garçon facile. Hello! Bienvenue à la Nouvelle-Orléans. Ça va, Chloé? Vraiment très content de te rencontrer, très content d'être là. Bienvenue en Louisiane. Merci. Et alors, l'accueil est en musique ici, hein. Un peu partout où on se balade dans la ville. Ça, c'est très Nouvelle-Orléans, ça. Hein. Oui, il y a plein de groupes de musiciens qui viennent dans le parc Jackson, entre autres. Hein. Et ce n'est pas pour déplaire la clarinettiste que tu es, évidemment. Bon. Alors ici, on est où? C'est quoi cet endroit où on est, là? Tu m'as donné rendez-vous? Autrefois, on l'appelait la place d'armes. C'était la bataille de la Nouvelle-Orléans, pendant laquelle Andrew Jackson, dont on voit la statue là-bas, a remporté l'une des plus grandes victoires contre les Anglais. Donc c'est un personnage qui a permis à la Nouvelle-Orléans, à la Louisiane finalement, de garder son identité et de garder cette idée d'un peuple mélangé. Bon, tu me fais visiter ta ville? On va faire un petit tour? Oui, allons-y. Allez, super. Bienvenue dans Bourbon Street. C'est la rue que tout le monde adore. Les gens y viennent pour faire la fête, se promener en musique. Il y a tellement de cultures différentes. Donc là, le soir, dès que la nuit commence à décliner, la fête et la musique battent son plein partout, quoi. Tout à fait. C'est presque une cacophonie avec tous ces sons. Great!
great! Congrats! C'est quoi ça? C'est une clarinette. Ça marche comment? Tu veux que je te montre? Vous jouez tous les deux, d'accord? Génial. Ouais! Congrats! Il y a des musiciens dans toute la ville. C'est une grande famille pour tous les musiciens ici. C'est génial. Et alors Chloé, si je me rappelle bien mes cours d'histoire, ce sont des Français qui ont découvert cette région et qui ont surtout fondé la ville de la Nouvelle-Orléans, je crois. Oui. C'est parti de gens venus du Canada et du Mississippi pour avoir accès au golfe du Mexique et qui ont découvert cet endroit. Le lieu avait été pris par les Français, puis les Espagnols et encore les Français. D'accord. Ce qui se retrouve clairement dans l'architecture. Puis, dans les années 1800, on voit l'influence victorienne. D'accord. Donc en l'espace d'un siècle, on peut dire qu'il y a eu une architecture française, espagnole et britannique qui s'est succédée. Est-ce qu'il reste d'ailleurs quelques vestiges, un héritage de la période française ici, que ce soit culturellement ou même, je sais pas, au niveau de l'âme de la ville? Oui, Ouais. alors pas tant que ça au niveau architectural, à cause des incendies, mais bien sûr à travers la langue, avec le français cajun, qui n'est techniquement pas du français. Le vieux français, comme on dit. Tout à fait. En fait, c'est surtout dans la nourriture. Et il y a aussi, même si ce n'est pas réellement français, une spécialité de la Nouvelle-Orléans que l'on appelle beignet, D'accord. et qui n'a de français que le nom. D'accord. J'aimerais t'en faire goûter un aujourd'hui. Ah ouais, d'accord, la spécialité de la Nouvelle-Orléans, le beignet. Allez, on y va, on y va. Alors, On voudrait 2 beignets. Chloé, ça te ferait plaisir d'avoir un ballon? Alors, découverte du produit. Découverte de la petite sucrerie. Cheers. Tu veux un peu plus de sucre, c'est ça? Alors là, on est en route pour rencontrer mon groupe de jazz. D'accord. Et en fait, il s'avère que l'on part demain en tournée au Royaume-Uni et en France. Non, en France. Quelle coïncidence! Ah, c'est drôle. C'est une séance de répétition, D'accord. mais on voulait te donner un avant-goût de ce qui va suivre. D'accord, j'en vais. Le concert avant l'heure, alors c'est la primeur. C'est chouette. Voici Marla, Enchanté. Haruka au trombone Nice to meet you. et Molly à la Bon, guitare. allez, nice to meet you. Alors tu m'as dit le nom du groupe c'est Shake 'em Up. Shake 'em Up, ça veut dire secouer-les un peu. Faut qu'on se secoue, faut qu'on bouge. Et alors comment c'est de faire de la musique à la Nouvelle-Orléans où il y a beaucoup de groupes déjà, mais surtout beaucoup de groupes qu'avec des hommes? Ça doit être compliqué pour les femmes de s'imposer. C'est en effet une industrie dominée par les hommes. Mais pourtant, il n'y a pas que des hommes. Dans tous les groupes, en remontant même au début du jazz, il y avait plus d'hommes que de femmes. Mais il y a toujours eu des femmes. Et de nos jours, encore plus particulièrement à la Nouvelle-Orléans, il y a beaucoup de femmes. Et c'est comme ça que l'on peut avoir 6 musiciens de même calibre, avec la même passion, jouant ensemble dans une même ville. Bon, j'ai envie d'entendre moi justement ce jazz avec la sensibilité féminine des Shake 'em Up.
Thank you. Surnommée The Big Easy pour son style de vie décontracté, la Nouvelle-Orléans est réputée fêtarde et plus ouverte que le reste de l'Amérique. À l'image de Bourbon Street, le cœur battant de la ville. Il est à peine 8 h du matin et le jazz résonne déjà dans ce petit oasis de Bourbon Street dédié à la musique locale. Depuis 6 ans, Steven et son groupe accompagnent le petit déjeuner des touristes les plus matinaux. J'arrive environ à 7h30 du matin. C'est insensé pour un musicien d'être debout, même réveillé à cette heure-là. Mais c'est vraiment super de jouer le matin. Il n'y a pas vraiment d'autre endroit au monde où on peut entendre de la musique live si tôt. Parfois, nous avons un public très réceptif, mais il y a beaucoup de gens qui viennent et qui disent quoi ? Vous jouez à cette heure-ci ? Mais vous êtes fous ou quoi ? Mais je pense que c'est notre mission. C'est important qu'il y ait encore de la musique live rue Bourbon, car ça fait partie de notre culture, et c'est ce qu'on fait ici. Petit à petit, Bourbon Street s'anime. Situé au cœur du quartier historique français, c'est le lieu de passage incontournable. Voilà la rue Bourbon, c'est la 3e rue la plus célèbre des États-Unis après la 5e avenue à New York et Sunset Boulevard à Los Angeles. Elle s'appelle Bourbon eh bien grâce à la famille royale de France. J'entends très souvent dire que c'est en relation avec la boisson, parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est une rue où on fait un peu la fête. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est bien sûr la famille royale de France. Voilà. Paul est un Français installé à la Nouvelle-Orléans depuis près de 40 ans. Il connaît l'histoire de la ville par cœur. Et tout a commencé avec Bourbon Street il y a 300 ans. C'est ici que les Français se sont installés. Et ils se sont installés ici pour une raison très simple. C'était l'endroit où les Indiens vivaient. C'était des terres qui étaient surélevées, donc pas sujettes aux crues. Il faut voir que le Mississippi est quand même à 5 minutes à pied d'ici. Et puis du Mississippi venait la brise. Ça faisait effet de ventilateur. Ça chassait les moustiques. Autrefois, un moustique, ça vous piquait et ça vous flanquait une maladie tropicale, voire mortelle. Donc les Français se sont toujours inspirés des populations natives indiennes. Les maisons à l'architecture coloniale font le charme de Bourbon Street et du quartier français. C'est sous ces balcons en fer forgé que clubs et restaurants ouvrent leurs portes dans les années 40. La rue devient alors un lieu de fête et le cœur du quartier homosexuel de la ville. Jessica et Joseph sont très attachés à leur coin de Bourbon Street aux airs de petit village. Elle tient ce magasin et moi je tiens celui d'en face. Alors on est voisins depuis longtemps. Ici c'est le quartier gay, donc l'ambiance est un peu différente. C'est une grande famille. J'aime le fait de connaître tout le monde, qu'on a une relation les uns avec les autres. Jessica a déménagé son salon de coiffure ici il y a 3 ans et ne le regrette pas. Je pense que le fait d'être sur Bourbon Street est très bon pour les affaires. Parfois, on a des clients qui ne sont pas d'ici. Quelqu'un pourrait être assis dans cette chaise et une fanfare pourrait déambuler dans la rue. C'est une expérience assez étonnante. En milieu d'après-midi, Bourbon Street change de visage, prise d'assaut par les touristes. Des millions de visiteurs l'arpentent chaque année, attirés par l'ambiance et la musique. Le soir, au tour de Gérald d'entrer en scène. Issu d'une grande famille de musiciens, c'est un habitué de cette rue mythique. Je joue sur la Bourbon Street 6 fois par semaine. Dimanche après-midi, je joue là, à la Maison Bourbon. Je joue aussi de temps en temps de ce côté, à Preservation Hall. Et 2 soirs par semaine, le mardi et le jeudi, je suis au Fritzel. C'est un club de jazz européen.
Il n'y a aucun autre endroit au monde comme la Bourbon Street. Tu ne peux pas trouver plus d'animation qu'ici. Il y a de la musique presque 24 heures sur 24. On peut voir toutes sortes de personnages. Des gens se déguisent. C'est un immense terrain de jeu pour adultes. La fête continue jusque très tard dans la nuit. Vibrante et colorée, Bourbon Street ne dort jamais tout à fait. Salut Jérôme, bienvenue à Breaux Bridge. Merci. Comment ça va, Bonnie? Ça va bien. Ben, tu parles un petit peu français. Donc voilà le fameux pont de Breaux Bridge, c'est ça? Qui a donné le nom à la ville? En fait, le nom de Breaux Bridge est venu avec l'installation de Firmin Brault. Dans les années 1700, il a construit le premier pont piéton sur ce bras du Mississippi. Le Teche, le bayou Teche. Donc le Teche, c'est la rivière qui est là, le petit cours d'eau, ok. Un autre pont avait été construit pour les trains, afin que les wagons puissent traverser le Teche. Et enfin, un troisième pont a été construit dans les années 1950 pour les voitures par mon deuxième cousin, Wald Brault. Ton cousin à toi? Oui, mon cousin. C'est pour cela que c'est aussi important pour moi, car je suis une Brault, et Firmin Brault, le fondateur de la ville, était mon grand-père 4e génération en arrière. Ah, ok. Donc ton nom de famille, c'est Brault, et donc la personne qui a fondé cette ville, qui a créé cette ville, est ton ancêtre. En effet. D'accord, ok. Et alors, toi qui es chef, exécutif-chef, pardon, de ton restaurant, je sais qu'ici, il y a une spécialité, et j'ai vu une petite image sur le pont, d'ailleurs, on voit des écrevisses. Ça, c'est vraiment une des spécialités de la région. En effet, ça l'est. Les écrevisses sont vraiment très importantes à Breaux Bridge, qui en est la capitale mondiale. Oh, d'accord. Bon, est-ce que tu vas me présenter un petit peu ta ville et me montrer un petit peu aussi ton restaurant? On fait un petit tour? Oui, ça me paraît bien. J'aime bien ta petite ville de Breaux Bridge, là, c'est sympa. Jolie petite église, des petits commerces, c'est mignon comme tout. Il y a combien d'habitants ici? Breaux Bridge est une petite ville, unique en son genre. On compte environ 8000 habitants. Ok. Mais pour nous, c'est une ville tellement à part. Il y a plein de très bons restaurants, de super antiquaires. Toutes sortes de petites boutiques et aussi des primeurs de partout. Jérôme, viens avec moi, on va aller chercher des légumes frais pour cuisiner. Ok. Voilà, ça c'est du comité d'accueil, ça. Les alligators sont bien plus grands et plus gros dans le bayou. Ah oui, c'est le paradis pour eux ici. Alors qu'est-ce qu'il te faut? Peut-être des poivrons, 2 poivrons rouges et 2 poivrons verts. D'accord. Il y a de tout, c'est incroyable ce lieu. On trouve vraiment de tout. Bah oui, parce qu'il y a la nourriture pour les oiseaux et les oiseaux empaillés derrière. C'est un peu bizarre comme truc. Ouais, c'est à voir, c'est à voir. J'adore Superman. Il y a même un Superman, il y a tout ce qu'il faut ici. Hop. Thank you. Thank you. See you, bye bye. Maintenant, on va aller cuisiner dans mon restaurant. Ok, ça marche. C'est ici? Le voici. Sydney May. Et Sydney May. Allez, rentrons dans ton... Oh, quel accueil! Merci beaucoup. Ouais, c'est chouette. Ah, j'aime bien avec les briquettes comme ça, sympa. Et ça, c'est quoi? C'est un treuil qui servait à soulever des cercueils et les stocker en étage. C'était une entreprise de fabrication de cercueils avant. C'est pas très engageant. Alors j'espère que les clients maintenant ils repartent sur leurs 2 jambes mais pas les pieds devant. Not on the, yeah, no, not in the casket. Bon, ça m'étonne pas.
Ça fait combien de temps que tu as ce restaurant? Ce restaurant est ouvert depuis 4 mois maintenant. Ah oui, c'est tout récent. Et là, c'est des articles sur toi, ça, tout ça? Oui, l'année dernière, j'ai remporté un prix culinaire dans la catégorie fruits de mer. J'ai concouru contre 12 autres chefs de la Louisiane, tous des hommes. Et au final, c'est moi qui ai gagné la compétition. Du coup, j'ai eu cette couronne masculine. Oh. Car ils s'attendaient à ce que ce soit un homme qui gagne. Ça, c'est le diplôme, alors? Ça, c'est la couronne. Je peux? Ouais. Oui, tu peux. Bien. C'est toi la reine. C'est toi la reine des fruits de mer en Louisiane. Juste une minute. Je savais pas que tu avais eu ce prix, dis donc. Donc ça me donne encore plus envie de goûter ta cuisine. C'est ce qui t'a amené à ouvrir le restaurant ici, peut-être? Ce qui s'est passé, c'est que je travaillais au St. John's à Saint-Martinville. Et le propriétaire a décidé d'ouvrir un autre établissement. Et c'est ce que l'on a fait en montant ce projet. Super. Et maintenant, on est là. C'est chouette. Ça, ce sont les plats que tu prépares, alors? Oui, c'est le shrimp and grits. C'est le plat que je voudrais que l'on prépare ensemble. Ouais. Ça te dit? Ah oui, carrément, oui. Alors c'est parti. Allez. Allez, on enfile le tablier, on y va. Je chante les courses. Aïe. Alors c'est quoi la recette? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le bro shrimp and grits. Tu avais quel âge, Bonnie, quand tu as commencé à faire de la cuisine? J'ai commencé à cuisiner toute petite avec ma mère, assise dans un coin près d'elle, à touiller les casseroles. Ça m'a toujours intéressée. Mon grand-père aussi était chef. Il a même cuisiné pendant la guerre en France. Oui, il y était. Je trouvais ça intéressant, alors j'ai décidé de faire la même chose. Et j'en suis là. C'est une cuisine généreuse, hein? Absolument. On attaque. Let's go. Ouais. Le petit mélange de légumes, là, et derrière le piment, c'est magnifique. Après ça, on peut faire du canoë dans le bayou, hein? Tu peux faire ça. Vue du ciel, c'est une jungle aquatique, un labyrinthe d'eau et d'arbres. Mais quand on le parcourt au fil de l'eau, le bayou révèle sa nature mystérieuse. La végétation luxuriante fait de ces marécages un sanctuaire pour une faune nombreuse et diversifiée. En Louisiane, les bayous et les rivières forment un réseau tortueux, navigable sur des milliers de kilomètres. Sur le Lake Martin, Sean fait découvrir son jardin secret aux gens de passage. Mes 2 arbres favoris du lac se trouvent sur votre droite. Vous voyez ces 2 arbres côte à côte? Ils ont la même forme et ont poussé ensemble, on dirait un couple. Ils sont mariés depuis 300 ans. Certains disent que c'est pour ça qu'ils ne parlent pas. Sean pourrait parler pendant des heures des cyprès chauves qui dominent le bayou. Les rares arbres à pousser dans l'eau grâce à leurs racines aériennes qui leur permettent de respirer. La mousse espagnole qui tombe de leurs branches ajoute au mystère des lieux. Sean a grandi près du bayou. Tout ce qu'il connaît, il le tient de son père. À l'époque, je ne savais pas qu'il était diplômé en zoologie et en botanique. Quand j'ai commencé mes visites sur le bayou, je lui ai montré mes notes et il a dit « Alors pendant tout ce temps, tu écoutais ?» Il pensait que ça rentrait par une oreille et ressortait par l'autre. Je n'ai pas de diplôme, mais les gens disent que je suis un bayou-logiste. Il y a un très gros oiseau sur votre gauche. C'est l'oiseau le plus grand, mais croyez-le ou non, c'est aussi le plus agressif. Le Lake Martin est un paradis pour de nombreuses espèces d'oiseaux comme le héron. Mais celui que tout le monde veut voir, c'est l'alligator. Regardez un alligator derrière vous.
Depuis 1960, la chasse des alligators est strictement réglementée. Vous voyez ce qu'il montre du doigt? Il y en aurait près de 2 millions en Louisiane. C'est une très jeune mère, c'est pour cela qu'elle est agressive. Écartez-vous de mes bébés. Les attaques d'alligators sont très rares. Il y a peut-être une attaque par an. Les alligators les plus agressifs sont généralement ceux qui ont été domestiqués et nourris par la main de l'homme. Ces alligators-là ne connaissent que les humains et la nourriture toute prête. Mais en général, si vous ne les embêtez pas, les alligators vous laissent tranquille. Je m'amuse toujours. J'aime ce que je fais et pour moi, ce n'est pas vraiment un travail. Même si je ne faisais pas ces visites, je serais ici de toute façon. Sean n'en a jamais tout à fait fini avec le bayou. Quand il ne travaille pas sur le Lake Martin, il part se ressourcer à 1 heure de chez lui, sur la rivière Atchafalaya. Depuis quelques années, il y possède une petite maison à l'abri des regards. On est au paradis. On ne peut venir ici qu'en bateau. C'est ma maison quand je viens pêcher ou chasser, mon refuge quand je veux fuir la ville. Aujourd'hui, il entraîne son chiot à la chasse. Sean vient ici au moins 1 fois par semaine. Comme tous les amoureux du bayou, c'est ici qu'il se sent le mieux. Quand on est ici, on n'entend pas le bruit des voitures. Personne ne crie. Il n'y a pas le boum-boum de la radio. C'est calme, apaisant. On n'a pas à s'inquiéter du regard des autres qui vous jugent. On peut pour ainsi dire faire ce qu'on veut. C'est un monde à part ici, loin des normes. Un lien profond unit les Louisianais comme Sean au bayou. Longtemps perçu comme un environnement hostile, c'est un espace de liberté pour ceux qui savent l'apprivoiser. Courtney, je te présente Jérôme. Enchanté. Il est là pour découvrir ce qu'est la culture louisianaise et cajun. Vous allez voir à quel point c'est sympa, amusant et entraînant et comme ça rend les gens heureux. D'accord. Je vous assure que ça va être génial. On a acheté un nouveau violon et je vous garantis que vous allez passer un super moment. D'accord. Bon, déjà, ça va nous donner de l'énergie tout ça. Bienvenue chez Buck and Johnny. Il y a énormément de monde. T'as déjà vécu un moment comme celui-là? Non, surtout à 7 h du matin. Voici la reine des écrevisses de cette année. Tu vois comme elle est jolie? Enchantée. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a toutes les générations qui viennent danser, les plus jeunes, les plus anciens, tout le monde se mélange. Ici, on apprend à danser très jeune. On a des violons à la maison depuis l'enfance chez nos grands-parents. Et c'est toujours très intéressant de voir comment les jeunes grandissent et continuent à pratiquer en perpétuant la tradition cajun. C'est très important pour nous. On m'a dit, quand tu viendras ici en pays cadien, chez les Cajuns, eh ben, tu vas devoir manger et danser. Sinon, tu auras tout raté. Alors voilà, c'est bon, on y est. Bon, et il va falloir que tu m'apprennes à danser les danses Cajuns, hein. Je vais t'apprendre à danser, d'accord. Enfin, je ne sais pas si je pourrais. On va voir ce que ça donne. Ok, ça va. Allons-y. Vraiment, allez.
Tu me prêtes ton chapeau? Oui, je prête. Allez, je te le prête. Au revoir, Jou. Allez, viens. Au revoir. Je trouve ça incroyable de voir autant de monde s'agiter comme ça au petit déjeuner. Je trouve ça génial. Oui, c'est marrant. C'est comme si tout le monde, après sa semaine de travail, venait se lâcher le samedi matin. Ils ont faim, ils veulent manger, boire et danser. Alors ils viennent ici prendre un petit déjeuner Zydeco chez Buck and Johnny. Ça s'appelle Zydeco. Oui, tu vois la danse que l'on a faite en deuxième? C'est ça la musique Zydeco. D'accord. C'est de la vraie musique cajun. Ok. Accordéon, triangle, violon, percussion. Ouais. C'est de la bonne vieille musique cajun. Hello. Enchantée. Bonjour. Je fais mon curieux. Je voulais savoir en quoi consistait le fait d'être Miss Écrevisse. J'ai été élue reine des écrevisses en avril et je règne sur la ville et sur tout le festival. Brobridge est la capitale mondiale de l'écrevisse. Donc pendant mon règne, je dois représenter Brobridge et le festival de l'écrevisse à travers toute la Louisiane. C'est un grand jour pour moi parce que je peux mourir en paix maintenant parce que j'ai rencontré aujourd'hui la reine des écrevisses. Merci, Votre Altesse. Bye bye, thank you. Bon, nos chemins se séparent ici. Merci beaucoup. Merci pour tout, Bonnie. Pour ces bons moments partagés, pour cette excellente cuisine que tu fais, hein, et puis pour ce bon moment de Zydeco, hein. C'était super. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne continuation. Merci encore. Hello. Salut. Comment ça va? Très bien. Super bien. Oh, c'est Boga France. Ah, vous parlez un petit peu français. Un petit peu la vieille France, la France cajun. Mon nom c'est Rocky. Et vous? Rocky, Jérôme. Jérôme. Ouais, et j'ai une réservation pour une nuit ici, Oh, dans ouais? une cabane. OK, on va voir. Jérôme. Oui, Jérôme du cabine numéro 10, cabine sur le bayou. Tu vas voir ta cabine? Allez, je te suis. Vous allez me raconter un petit peu l'histoire de ce lieu. Il y a beaucoup d'antiquités ici, hein? Des vieilles affaires ici. Ouais, les affaires. Elles étaient où à l'origine, ces cabines? On a récupéré ces cabines dans les alentours de la paroisse. Elles viennent de Brobridge, Henderson, Saint-Martin, Arnaudville. D'accord. Et vous les avez toutes reconstruites ici? Oui, il n'y avait rien ici, ça a été un énorme boulot. On a installé et réparé les cabines. C'est super mignon en tout cas. Ah, sympa. Bienvenue, Jérôme. Passe un bon séjour au Bayou. Ah, c'est grand, dis donc. Je fais un voyage et dans l'espace et dans le temps ici. OK, Jérôme, si tu veux, on va voir le bayou. Ah, en bas? Yeah, Ouais, ça marche. C'est très calme, c'est agréable. Ici, c'est le bayou Teche. Le nom Teche vient d'un vieux mot indien qui signifiait serpent. Ah, d'accord. Et toi, Rocky, tu es un enfant du Bayou, tu es né ici? Oui, j'ai passé toute ma vie ici à Pombro.
comme toute ma famille qui est installée soit en ville, soit en campagne, mais toujours à Pombro. Et le français, tu l'as appris auprès de ta famille? Oui, un petit peu avec ma famille, on écoutait beaucoup de chansons françaises. Le sud de la Louisiane est connu pour être le pays des Cajuns, ces habitants qui parlent un français vieux de 300 ans. À Arnaudville, petite bourgade de 1500 habitants, il serait plus de la moitié à le pratiquer. Comme Mavis, qui le parle même au supermarché. Monsieur Roy, quoi t'as préparé aujourd'hui? Aujourd'hui, on a cueilli du poisson. Oh! On des pommes de terre étouffées. On a de la chance ici, hein? On peut parler avec les amis dans notre ancienne langue, je trouve c'est bien, oui. On trouve ça dans les petites villes comme Arnaudville, souvent. Mavis a appris le français auprès de ses parents et grands-parents qui le parlaient couramment. À la prochaine. Après avoir passé une grande partie de sa vie à l'étranger, elle est revenue vivre à Arnaudville, fondée par ses ancêtres au début du 19e siècle. Elle est très attachée à son histoire familiale. L'ancêtre Jacques Arnaud, il venait de la France. Et c'est les descendants qui sont installés ici qui parlent le français. Jacques a épousé une Acadienne. Moi, je suis 8e génération. C'est nécessaire de connaître notre histoire. On doit garder ça et l'apprécier. Il faut connaître d'où on vient. C'est comme ça qu'on comprend pourquoi on parle français en Louisiane. Hein? Mavis descend d'un Français et d'une Acadienne. Un héritage courant en Louisiane, car les Acadiens ont peuplé la région dès le XVIIIe siècle. David est un spécialiste de cette histoire. Il est le directeur d'un village typique de l'époque qui a été reconstitué pour faire connaître la culture canadienne. Mais les Acadiens sont au fait des colons français qui sont arrivés de l'ouest de la France pour aller coloniser l'Acadie, qui était aujourd'hui l'est du Canada. Ils sont restés là très tranquillement pendant très longtemps jusqu'à ce que les Anglais arrivent et reprennent ces terres. Et ils ont décidé d'expulser ces Acadiens qui étaient des Français catholiques et ils voulaient faire des colons protestants et anglophones. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui le grand dérangement pour les expulser de l'est du Canada. Le grand dérangement a commencé en 1755 et dura plusieurs années. Après un long périple, ces Acadiens se sont installés en Louisiane, qui était alors une nouvelle colonie du Royaume de France. Aujourd'hui, on appelle leurs descendants les Cajuns. Grâce à eux, il existe toujours une Louisiane francophone. Pour cela, Mavis ne ménage pas ses efforts. Une fois par semaine, elle anime un groupe de discussion devenu le rendez-vous des amoureux de la langue de Molière. Bonjour tout le monde. Bienvenue. On est content de vous avoir à Arnaudville aujourd'hui. Hein? Les participants viennent des villages voisins. La plupart d'entre eux ont appris le français lorsqu'ils étaient enfants, avant de devoir l'abandonner. En 1921, une loi interdit de parler une autre langue que l'anglais à l'école. Un souvenir douloureux pour ceux de la génération de Mavis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui était puni pour parler le français à l'école? Oh, j'étais punie à être à l'école parce que je parlais pas l'anglais du tout. Et moi, j'étais fouettée presque tous les jours. C'est pour ça que j'ai pas de ongles aujourd'hui. J'étais fouettée assez que ça renforçait les ongles dans mes doigts. L'interdiction de parler français à l'école est levée en 1968. Mais le mal est fait. Toute une génération l'a oublié. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir s'y remettre. Moi, je crois qu'il y a beaucoup plus de personnes qui parlent le français, mais ils sont gênés ou ils ont peur de faire des erreurs. Moi, je suis rendue trop vieille pour... je fais des erreurs et puis c'est tant pire. Vous autres ne me pardonner, hein? C'est comme ça. Mais on veut garder cette langue qu'on aime. Et c'est notre héritage, c'est les traditions et on aime ça. Mais voilà, c'est pour ça qu'on fait des tables de français. Puis ce clouse aussi.
Il était professeur. Belton Richard, mes amis, Belton Richard chante. Cet héritage, Pete le défend aussi tous les jours depuis ce studio d'une radio locale. Ah oui, bonjour mes amis, et c'est ça que c'est la musique de nous les Cajuns, hein? Et vous êtes à l'écoute de la radio publique KRVS-FM, hein? Lafayette, Louisiane. On est ici jusqu'à 7 heures. La culture cajun, ça n'est pas qu'une langue, c'est aussi une musique. Depuis 1981, Pete met les deux en valeur avec son émission Bonjour Louisiane, dédiée aux artistes locaux. La plupart sont louisianais. Ils sont d'ici, de la ville de Lafayette, ça c'en est un. Ça c'est un autre groupe. Bonsoir Catin, c'est un autre groupe. Depuis le début, la raison de ce programme, c'est pour encourager les Franco-Louisianais d'apprendre plus de leur culture, les racines, l'histoire, l'éducation. C'est pour ça qu'on est là tous les matins. C'est pour tenir les braises, si vous voulez. Et on utilise la musique pour ça. Au lié, mes amis. Comme Pete, les Cajuns sont nombreux à rester très attachés à leur culture unique aux États-Unis. Aujourd'hui, entre 150 000 et 200 000 Louisianais parlent encore le français. Hello. Bonjour. Bienvenue à la fête du 14 juillet. Merci. Et tu es Rachel? Ah oui, c'est moi. Ah d'accord, ok, très bien. Je suis très surpris de passer un 14 juillet déjà à l'étranger, mais en plus aux États-Unis, ouais. Et de voir que les Néo-Orléanais fêtent aussi le Bastille Day, comme on dit ici. Exactement, le Bastille Day fête. D'accord. Bon, c'est super. Et alors, ça fait combien de temps que vous organisez cette manifestation? Ça fait 6 ans, mais ça fait 3 ans qu'on a la fête ici, dans le musée d'art. C'est chouette en tout cas, c'est un beau lieu. Alors, j'ai rendez-vous avec... Marie-Antoinette, c'est ça? Marie, on dit en français, Marie. Oui, je sais, mais Mary, comme joyeuse. Ah, comme joyeux en français. Exactement. Comme Merry Christmas, on dit, exactement, d'accord. Ouais, Marie-Antoinette, c'est ça. On y va? Ah, c'est drôle. Nice to meet you. Enchantée. On n'embrasse pas la main, je crois. On fait juste semblant. Hein. Alors d'où vous est venue cette idée de faire ce groupe, de créer ce groupe de Marie-Antoinette? On était tout un groupe de personnes qui avaient envie de se déguiser, d'être vraiment dans la créativité et de créer leur propre événement. C'est une association bénévole qui s'appelle le Social Aid and Pleasure Club à la Nouvelle-Orléans et on compte plus de 100 membres. On participe à près de 50 événements par an, parmi lesquels une vingtaine servent à lever des fonds. Bon, bah, c'est super, donc je vais vous accompagner, je vais être votre garçon d'honneur. Nous en serons enchantés, mais avant d'y aller, il faut que l'on t'habille. Ah, mais je n'ai pas de robe. Hein. Mais on a un costume supplémentaire. Ma grand-mère avait des rideaux du même tissu. Ça devait être magnifique. Et ça tombe bien, comme il fait 40 degrés dehors, j'espère qu'on ne va pas aller parader à l'extérieur quand même. Oh, la perruque, là, c'est too much. Vous êtes durs, les filles. Là. OK. Parfait. Puisque tu es avec nous ce soir, tu deviens officiellement un Marie-Antoinette. Ah, je fais partie, ça y est, du groupe. Et là, on te couronne. Très fier. Qu'est-ce que je ferais pas pour la France, hein? Et voilà, monsieur, tu es superbe. I'm not sure. C'est ici les cocardes. Hello. Je pourrais en avoir une? Tu as besoin de assis dans une chaise et après tu as besoin de...
Ah, c'est à moi de le faire? Oui. Tu parles bien français, dis donc. Où tu as appris où le français? Lycée français de la Nouvelle. D'accord. La Tour Eiffel, la fête de la Bastille. Vous aimez la France? Vous connaissez la France? On est déjà allé en France plusieurs fois, mais on ne parle plus le français. Alors, c'était ma première langue au lycée, mais ça fait bien longtemps. Ah, vous voilà. J'étais parti faire un petit tour, me promener. J'ai remarqué qu'ici, on aimait faire la fête. Il y avait une extravagance. Est-ce que c'est vraiment ce que vous ressentez, vous, ici, dans votre façon de vivre cette ville? Les gens sont très ouverts ici. On peut se promener dans les rues habillés comme ça et personne ne va nous faire de remarques. On nous dit juste « ça vous va trop bien ». C'est vraiment exceptionnel. Beaucoup d'entre nous sont nés ici, sont restés. D'autres sont arrivés d'ailleurs et ne veulent plus en partir. C'est pour ça que les gens viennent à la Nouvelle-Orléans, pour en faire l'expérience. La cuisine, les arts, la culture, l'extravagance. C'est à la fois une ville à visiter et à vivre. C'est ce qu'on m'a dit avant de venir. C'est vrai. Là, dans le sens où il faut expérimenter, vivre cette expérience. Je ne peux pas faire mieux avec vous. Hein. Il y a plusieurs reines de France. Là, c'est plutôt la reine des neiges, non? Non. Tu peux la chanter? Non, ce n'est pas moi, mais je peux essayer. Let it go. Let it go. Ouais. Certes, vous êtes magnifiques, ça vous êtes très nombreuses, mais je ne suis pas un garçon facile. Merci beaucoup, vous êtes vraiment des Mary Antoinette, des joyeuses Antoinette. Merci à vous. Le Mississippi est le fleuve qui a donné vie à la Nouvelle-Orléans. Au XIXe siècle, la ville connaît un extraordinaire développement grâce notamment à l'essor des bateaux à vapeur. Aujourd'hui, le Mississippi reste au cœur de la vie des Louisianais. Depuis les quais de la Nouvelle-Orléans, retentit chaque jour une drôle de mélodie qu'on entend à des kilomètres à la ronde. C'est l'appel du Mississippi de Debbie. Perchée sur le dernier bateau à vapeur de la Louisiane, elle invite les touristes à la rejoindre. C'est un orgue à vapeur. On l'appelle Calliope. Calliope est l'une des muses de la mythologie grecque, et c'était la muse de l'éloquence. Et ça, c'est comme la voix du fleuve. Le Calliope est le seul instrument dont on peut vraiment voir chaque note quand on la joue, car chaque note envoie une bouffée de vapeur à travers le navire. On peut vraiment voir la vapeur qui sort du bateau. Avec son instrument, Debbie trône sur le Mississippi depuis près de 30 ans. Au XIXe siècle, plus de 1200 navires comme celui-ci transportaient passagers et marchandises à travers le pays. Leurs longues cheminées et leurs roues à aubes ont inspiré de grands écrivains et contribuent à la renommée de la Louisiane. Beaucoup de gens associent la Nouvelle-Orléans avec le Mississippi, probablement parce que c'est ici que les colons sont arrivés, à la Nouvelle-Orléans. Beaucoup d'écrivains ont écrit à ce sujet. Mark Twain a joué un rôle essentiel pour faire connaître la Nouvelle-Orléans et cette partie du Mississippi. Pendant 2 heures, les passagers remontent le temps en même temps qu'ils remontent le fleuve. Ce bateau fascine aussi bien les touristes étrangers qu'américains comme William. J'aime naviguer sur ce vieux bateau avec la roue à aubes. C'est nostalgique. Ce fleuve est très important pour les États-Unis, pour l'industrie, les loisirs. C'est un fleuve très important depuis longtemps et pour longtemps encore, j'espère. Le Mississippi est le fleuve le plus long des États-Unis et le plus fréquenté. Chaque jour, des dizaines de bateaux se croisent à la Nouvelle-Orléans.
Et chaque jour, la navette de Michael se ferait un chemin dans le trafic. Il y a évidemment du trafic à gérer. Il faut aussi gérer le courant, les différents niveaux du fleuve. Le courant tournoie assez fort par ici. Ça fait ce qu'on appelle des tourbillons. Cela pousse le bateau d'un côté, puis de l'autre. J'aime qu'il y ait du courant. Je préfère qu'il y ait du courant plutôt que pas du tout. Je travaille avec l'eau. Michael transporte ses passagers entre les deux rives de la Nouvelle-Orléans. Quelques minutes de bateau qui font gagner un temps précieux à ceux qui l'empruntent quotidiennement, comme ce cuisinier. Au début, j'avais peur du fleuve car il y a quand même beaucoup d'eau. Et je ne peux pas nager dans toute cette eau. Mais après tant d'allers-et-retours, de trajets pour aller au travail, je suis devenu plus tranquille. C'est un moment de détente, un moment de sérénité sur le Mississippi. Il n'y a rien de tel. Ce Mississippi a quelque chose de magique. Il a même façonné les paysages de la région. En inondant les terres, il a donné naissance aux bayous, une multitude de bras marécageux si emblématiques de la Louisiane. S'il en est un qui ne se lassera jamais de cette nature, c'est bien Bob. Allez, on y va! Avec sa femme, il y emmène régulièrement les visiteurs. J'ai grandi dans ce coin à chasser et à pêcher dans les marais. Donc, comme la plupart des sportifs et des pêcheurs professionnels, c'est comme ma deuxième maison ici. J'aime dire aux gens que pour une grande partie de ma vie, cela a été mon bureau et mon terrain de jeu. Quand il n'est pas sur son kayak, Bob travaille comme journaliste spécialiste de l'environnement. Ces sorties sont pour lui un autre moyen de sensibiliser le public au sort des eaux du Mississippi, car celles-ci sont menacées par la main de l'homme. On a construit des digues pour empêcher les crues d'inonder nos villes et nos terres. Quand on a finalement terminé de construire un bon système de digues, cela a coupé le fleuve de son delta, ainsi que de ses bras. Les zones humides sont ainsi privées de l'eau fraîche et des sédiments que leur apportait le Mississippi, et leur écosystème souffre. Tous ces bayous étaient des bras du fleuve. Ils venaient du fleuve et aidaient à maintenir le delta, ainsi que cet incroyable écosystème marécageux. Plus on arrive à emmener des gens ici, surtout des habitants de Louisiane ou d'autres États de ce pays, plus on les sensibilisera aux problèmes. Peut-être qu'alors, on aura une chance de gagner la bataille. Il faut préserver la flore du Mississippi d'un côté, tout en dressant des digues pour protéger les habitants de la montée des océans. Dans ce dédale de marécage, la problématique des eaux est complexe et parfois synonyme de souvenirs douloureux. Chacun garde en mémoire les inondations monstrueuses causées par Katrina. En 2005, le gigantesque ouragan s'abat sur la Nouvelle-Orléans et cause la mort de 2000 personnes, principalement originaires des quartiers populaires. Aujourd'hui, les plaies sont refermées. La Nouvelle-Orléans regarde vers l'avenir. Et du désastre de l'ouragan sont nées des centaines d'initiatives. Elles ont permis aux quartiers délaissés de retrouver le sourire. Jérôme rejoint le génial Daryl Durham, musicien, éducateur. Chaque jour, il fait le tour de son quartier de Tremé et vient en aide aux jeunes en difficulté. Bonjour Jérôme, comment ça va? Ravi de faire ta connaissance. Alors impatient? Ça va être une super journée. Donc ça c'est le bus que tu conduis, tu vas chercher les enfants? Oui, on récupère 10 enfants sur les 30-40 qui participent aux ateliers éducatifs. Le bus prend les autres. D'accord, et ça ce sont les ateliers d'été que tu animes avec eux? Allez, let's go. Tremé, c'est un quartier historique. Oui, c'est le quartier afro-américain historique, le lieu de naissance du jazz, du fait de tous les musiciens de jazz qui sont nés au sein de la communauté. Musicien comme toi? Oui, je suis moi-même musicien. Ah oui.
Et ce quartier, après la catastrophe de l'ouragan Katrina, a été aussi énormément touché par les inondations. Oui, toute cette zone a été dévastée avec l'ouragan. On a perdu près de 1500 personnes. Il y a eu des coupures d'électricité et l'eau qui est montée jusqu'à plus de 13 mètres pendant tout un mois. Et tu vivais où alors au moment de la catastrophe? Quand Katrina est arrivée, j'étais à New York. Je m'occupais d'une école d'art à Harlem. D'accord. Et j'ai voulu venir ici pour essayer d'aider à reconstruire la ville. D'accord, c'est ce qui a motivé ta venue ici? Oui, c'est ce qui a motivé ma reconversion. Je suis né en 1960 et j'ai grandi en écoutant Martin Luther King, avec l'idée qu'une seule personne peut changer les choses dans le monde. Donc je suis venu pour apporter ma pierre à l'édifice et je ne suis jamais reparti. Je suis très admiratif de ce que tu fais. Ah, bonjour. Bonjour. Ok. Alors Jérôme, ici, voici la paroisse de l'église et là on va aller dans l'église avec les enfants pour dire bonjour. Ok. To say good morning. Ah, ils sont déjà tous installés. Good morning. Juliane va s'occuper des enfants et les installer en classe et moi je vais préparer la mienne. Ok. Très bien. Le groupe numéro 2, vous vous rangez et vous allez en musicothérapie. Le groupe numéro 1, vous vous rangez, vous allez en jardinage. En rang. Le groupe numéro 4, vous vous mettez en rang avec David et vous allez à l'atelier lecture. Ce type d'exercice, ça aide les enfants finalement à évacuer des choses. Parce que j'imagine que la catastrophe de l'ouragan Katrina ici a dû faire beaucoup de traumatisme. Est-ce que le programme est aussi dans ce sens-là pour aider les enfants à se libérer de ce traumatisme? Pendant l'ouragan Katrina, certains enfants n'avaient que 5 ou 6 ans. Ils ont vu les adultes de leur entourage impuissants. Leurs parents ne pouvaient rien faire et ça a eu un effet négatif sur eux. Mais après l'ouragan, très peu de gens ont pu bénéficier d'antidépresseurs, d'aide psychologique ou quoi que ce soit de ce genre. Les classes que l'on propose ici les aident. Que ce soit la musicothérapie qui permet aux gens d'exprimer leurs émotions ou de faire face aux différents problèmes qu'ils rencontrent depuis Katrina. On a aussi un cours d'écriture de chansons à travers lequel ils peuvent raconter leur expérience. Ces enfants-là font partie du programme de jardinage. Ah. Je suis arrivée il y a quelques mois. On a mis en place un programme sur lequel les enfants pourraient s'appuyer pour faire pousser leur propre potager et rapporter leurs récoltes chez eux. Aujourd'hui, il me semble qu'ils en tirent bénéfice. Ils réalisent que la nature peut être aussi généreuse à la Nouvelle-Orléans. Et cela, malgré toutes les difficultés auxquelles ils ont dû faire face. Congratulations. Yes. Super, bravo. Ça fait combien de temps que vous avez commencé la clarinette? 3 semaines. Waouh. Toute débutante. Vous avez un super professeur alors.
Ah, c'est super, dis donc. Vous savez où aller? Soyez sages. Au revoir. C'est super. Je voulais savoir, là je voyais au mur qu'il y avait des diplômes, des certificats, des choses qui viennent saluer le travail que vous faites ici au camp. Est-ce que tu as une idée de l'incidence que ça a sur la vie de ces enfants lorsqu'ils deviennent adultes? La raison pour laquelle on commence avec eux dès le plus jeune âge, c'est que l'on peut instiller des principes de vie pour leur avenir. Des choses très simples comme être responsable, être à l'heure, savoir gérer son comportement. Toutes ces choses qui vont, je l'espère, les accompagner tout au long de leur vie. À l'école, au travail, devenir parents à leur tour. Je suis très très content d'avoir passé ce temps avec toi, de t'avoir vu évoluer et d'avoir vu tout ce que tu as apporté à ces enfants, parce que concrètement, voilà, les enfants qui sont là, ils sont souriants, ils ont l'air heureux. Cette consécration de Angel, je pense qu'elle est amplement méritée. Ouais. Ça fait un peu bizarre quand on m'appelle comme ça. Même quand un enfant me considère comme son père, je lui dis non, je ne suis pas ton père. Mais je suis sans doute devenu un exemple pour eux. Mais je n'ai pas d'aile ni d'auréole. Pas encore. Tu pourrais, franchement. Je suis très heureux d'avoir rencontré et touché un ange. Thank you very much. Thank you so much. All right. Prends soin de toi. Allez, je te laisse pour ton cours. Troy. Salut Daryl. Vestige de son histoire tourmentée, les plantations sont l'un des symboles de la Louisiane. Le travail des esclaves dans les champs de canne à sucre a fait la fortune des maîtres qui ont érigé de somptueuses demeures. Parmi elles, Uma's House, l'une des plus grandes et des plus riches. Kevin en est le propriétaire. Il l'a racheté en 2003 et en a fait un domaine majestueux et romantique, ouvert au public. Cet endroit est dédié à la beauté. Les jardins sont vraiment très beaux. On en fait toujours quelque chose de très coloré qui plaît à tout le monde. Je veux que les gens apprécient leur visite ici. Exactement comme les Américains aiment aller à Versailles pour voir comme c'est beau. La propriété s'étend aujourd'hui sur 15 hectares de jardin. Au centre, la maison principale, construite en 1810. Ses propriétaires n'y vivaient que quelques mois par an, au moment des récoltes. Ils étaient alors à la tête de la plantation la plus prospère de Louisiane. La canne à sucre était une culture très importante dans cette région. On l'appelait l'or blanc, l'équivalent de l'or noir au Texas. Dans les années 1820 jusqu'aux années 1880, la canne à sucre était ce qui poussait le plus ici. Cela a apporté énormément de richesses aux propriétaires. Et c'est ce qui a permis de construire cette maison grandiose et de la conserver si longtemps. Aujourd'hui, Kevin y vit seul avec ses chiens, mais cohabite tout de même avec les visiteurs 7 jours sur 7. Salut Nathalie. Bonjour. Combien de personnes pour la visite aujourd'hui? Seulement 2 personnes, je crois. Très bien, faites-leur une belle visite. Merci, bonne journée. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. D'où venez-vous? Du Texas. D'accord. C'est votre première fois ici? Oui. Je m'appelle Nathalie et je suis votre guide aujourd'hui. Nathalie, la guide, est française. Sa mission, plonger les visiteurs dans l'ambiance d'avant la guerre de sécession. Ici, à l'entrée, il y a une grande porte, car à l'époque, les femmes aussi avaient de grandes robes. Bienvenue à la Uma's House. Pendant 10 ans, le propriétaire a collecté meubles luxueux et œuvres d'art pour redonner à la demeure son faste d'antan. Le temps de la visite, Nathalie fait revivre le style de vie des grands barons du sucre et de leur famille. On appelle ça l'attrape-mouche. Les dames ouvraient ça, mettaient un peu de sucre, un peu d'eau et une petite touche d'arsenic. Elles le ferment, mais les dames ne pouvaient pas supporter la vue des mouches mortes à table. Ce n'est pas très appétissant. Du coup, elles les couvraient avec une serviette pour ne pas les voir. Les visiteurs, quand ils viennent ici, bien sûr, ils recherchent l'histoire, c'est leur patrimoine, mais aussi quand ils viennent à la maison Uma's, ils sont en admiration avec le mobilier et puis les chandeliers. Ça fait rêver tout ça, forcément. On a l'impression qu'ils revivent à l'époque, en fait, et c'est ça qu'ils recherchent, je pense, un peu le glamour. Une époque de prospérité pour le Vieux Sud, mais aussi une page sombre de l'histoire.
car en 1860, ils étaient plus de 300 000 esclaves à travailler dans ces plantations. Ibrahima est bien décidé de leur redonner une voix. Ce Sénégalais est spécialiste de l'esclavage. Il se rend régulièrement dans les tribunaux et les églises de Louisiane pour consulter leurs archives. Ibrahima a examiné des dizaines de registres et d'inventaires pour retrouver la trace de ceux qui ont fait la richesse de la région. Par exemple, ici, nous avons une négresse, Agathe, créole, c'était née ici en Louisiane, âgée d'environ 43 ans, avec 3 enfants. C'est-à-dire que les enfants, ils étaient vendus avec leur mère comme un package. Pour Ibrahima, il s'agit avant tout d'un travail de mémoire. Avant, personne ne connaissait ces gens-là. Ils sont là dans ces feuilles jaunies. Donc c'est comme si vous alliez au cimetière, vous les exhumez et vous leur donnez un nouveau souffle de vie. Il fait ses recherches pour le compte de la plantation Whitney, la seule consacrée à l'esclavage. Ici, des plaques commémoratives portent les noms des esclaves qui ont vécu sur le domaine. Ces hommes et ces femmes venaient de toute l'Afrique de l'Ouest. On a même des gens de la Mauritanie, comme Jean de Nation Nard. À Whitney, les touristes découvrent de manière concrète le quotidien des habitants de la plantation. 2 familles se partageaient chacune de ces petites cabanes d'esclaves. Taux d'occupation, 8 à 10 personnes de chaque côté pendant la saison de croissance. Pendant la saison des récoltes, il pouvait y en avoir jusqu'à 3 fois plus. Il y avait beaucoup de travaux dangereux pendant les récoltes, alors il faisait venir plus de main-d'œuvre. Au-delà de l'histoire, des œuvres d'artistes aident les visiteurs à comprendre et à ressentir ce qu'était l'esclavage. C'est un sujet qui était presque tabou, parce que toutes les autres plantations pratiquement n'en disaient rien du tout. Donc ces enfants représentent d'anciens esclaves et ils racontent l'esclavage de leur point de vue. Ça ouvre les cœurs, surtout quand les gens comprennent que ce sont des enfants qui étaient esclaves. Tout le monde aime les enfants. Les gens écoutent. Whitney a ouvert la voie. D'autres domaines abordent de plus en plus l'esclavage et commencent à raconter une histoire plus complexe de l'époque des plantations. Hi everybody. Hey, bonjour, Jérôme. Je suis content de te rencontrer. C'est bien que tu vous as fait pour venir ici au Bayou du Large. Vous allez parler pour aller à la pêche? Ah ouais, je suis hâte de voir parce que tu m'as expliqué qu'il y avait des grands poissons là. Oui, des poissons haineux. D'accord, alligator comme on dit. Alligator gorefish. Vous rencontrez M. Ricky Verret, mon cousin qui fait la pêche. Bonjour Ricky, c'est ton cousin, d'accord. Ouais. Enchanté. Ouais. Bonjour. Ça, c'est Betsy. Betsy, qui est ma femme. Les pêcheurs, généralement, vous aimez partir tôt, donc c'est pour ça que vous m'avez fait venir à 6 heures. Ah ouais. Bon, on n'a plus moyen que... C'est le seul moyen, si on attend trop, il va faire trop chaud. D'accord. On préfère partir le matin quand il fait frais. D'accord, donc vaut mieux y aller de bonne heure. Le soleil va te brûler. Toi, t'es blanc. Nous, ça va, on est noirs, mais toi, t'es blanc. Et moi, t'imagines ce que ça va donner à 11h du matin. On y va? Fais gaffe, c'est glissant. C'est glissant, ça fait fermentation. Le bayou est haut, ça devient glissant. Le poisson alligator n'a qu'à bien se tenir. Si j'ai bien compris toute l'histoire ici de la Louisiane, le peuple indien natif, donc tous tes ancêtres, étaient là quand les Français sont venus coloniser la Louisiane, c'est ça? Mais ouais, l'histoire a commencé à documenter. Ouais. C'était l'aventure du bateau rouge. Les humains utilisaient le bateau rouge pour diviser les places pour chasser. C'est pour ça que le bateau rouge est nommé le Red Stick.
L'eau est jolie aujourd'hui. J'ai eu l'occasion déjà de rencontrer au cours de mes voyages des Indiens, comme tu dis, Première Nation, donc Ouais. vous êtes le peuple natif, Ouais. ceux qui étaient là avant tous. Et c'est la première fois que je converse en français. Ouais. Ça me trouble et ça me touche beaucoup. Quand j'étais petite fille, ils parlaient tout le temps en français. Ouais. Le monde indien, Première Nation, n'avait pas d'école. Il y avait des écoles pour le monde blanc Ouais. et pour le monde noir, mais pas pour les Indiens. Ouais. Et la force de faire dans les 1955, 56, ça fait les écoles pour les Indiens qu'on a dit aujourd'hui. Quand les colons français sont arrivés ici, est-ce qu'ils ont imposé la langue française à tes ancêtres? Imposer ce que nous autres voulions apprendre la langue française parce que c'était un peu de temps pour se rencontrer et parler. Et c'était plus aisé pour nous autres apprendre la langue française. Ce qui a permis finalement que les colons français s'entendent bien avec les Houmas, c'est que tes ancêtres ont accepté, est-ce qu'ils ont eu le choix, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas ils ont eu l'opportunité d'apprendre le français et cette langue s'est propagée et tu la parles encore. Ah ouais. Je croyais avoir la bonne chance pour attraper les meilleurs poissons qu'il y a dans l'eau aujourd'hui. J'ai cru comprendre que Ricky c'était un peu le spécialiste. Hein. Et Ricky, tu as commencé la pêche à quel âge toi? Sur des petits bateaux, très jeunes. Ouais. Jeune. Avec ton papa, tu allais pêcher? Avec lui, oui. Ouais. On passait des moments, on pêchait sur le petit bateau. Ici, sur le bayou, c'est de l'eau douce, hein? C'est pas de l'eau salée? Saumâtre. Ni douce, ni salée. D'accord, c'est de l'eau saumâtre, d'accord. C'est le Mississippi qui amène l'eau ici de la Louisiane. D'accord. Ouais. Donc comme on est proche du golfe du Mexique, Ah ouais, donc l'eau se mélange ici entre la salée et l'eau douce, quoi. L'eau salée peut venir plus et plus en dedans à cette heure parce qu'il n'y aura pas les îles qui habitent des cassés, les vents, les ouragans et tout ça. Et ça fait la terre elle peut se manger en football field tous les 10 minutes ou quelque chose comme ça. Ah oui? Oui, oui. Ricky, tu penses qu'on va en avoir du poisson alligator aujourd'hui? Oui, on va prendre du poisson là tout à l'heure. Sûr? Là, je connais, ça va prendre. Je les sens. Mon mari sait où poser les lignes. Eh, tu veux l'attraper? Un garpic. C'est un garpic. Ouais. Allez. J'essaie de pas partir à l'eau avec, hein, parce que ça a l'air puissant. Va t'attraper. Tu me tiens, hein? J'ai pas ma bouée canard, alors attention. Hein. Oh la vache! Il va s'arracher la gueule en faisant ça. Le pauvre. Il est costaud. Oh, tu l'as lâché. Je te l'ai dit qu'il allait s'arracher la tête. Alors, ce qui est difficile pour toi, c'est de retrouver tes bouées parce que le poisson il bouge vachement avec. Tu vois où on va commencer? Tu vois la pointe là-bas? Là où c'est tout noir. C'est du mauvais temps là-bas. Quand le vent est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a deux courants. Et ça, c'est pas bon parce que les lignes vont loin. Moi, je connais le bayou. Et c'est pour ça que tu as les cheveux longs pour voir de quel côté vient le vent. C'est ça, si le vent est comme ça, mes cheveux vont dans ce sens-là. Moi, je m'y connais. Oh la vache! Attention, t'as cassé l'autre. Vas-y, monte-le à bord. Allez! C'est toi qui devrais faire ça. Ils sont vraiment impressionnants. Hein. On dirait des alligators, mais sans les pattes, quoi. Ça peut peser jusqu'à combien de kilos, ça? 150. 150 kilos? Ah oui, il y en a des gros. Comme ça. Et ça peut mesurer combien au maximum? 2 mètres, 2 mètres 50. Les écailles du poisson là, alligator, c'est dur. Ça fait du monde indien aux Premières Nations, de Texas à la Floride, l'user les écailles
poisson alligator pour faire des fraîches. Et pourquoi vous n'utilisez pas de pierre ou de... Il n'y avait pas de pierre ici. Ah oui, d'accord. Surtout ici dans la Louisiane, dans le sud de la Louisiane. Tu peux faire les bijoux, les boucles d'oreilles. D'accord, ce sont les écailles. Ouais. Les poissons alligators. Ok, c'est super beau. Bon, est-ce que tu es content de ta pêche, Ricky? Ah ouais. C'est vrai? C'est une bonne pêche pour toi? Bonne pêche, ah ouais. Ouais. Bon, tu sais que je serai pas toujours là. Hein. T'as perdu le plus gros. Je te remercie de m'avoir laissé pêcher parce que c'était une sensation très particulière. Et c'est vraiment waouh, hein, ça tire de la puissance. Ouais. Les bayous et leurs eaux poissonneuses fascinent et alimentent les passions des pêcheurs louisianais. Plusieurs fois par an, à l'embouchure du golfe du Mexique, on organise un grand concours de pêche, le Fishing Rodeo. Allen y participe depuis 7 ans. Avec ses amis, il ne manquerait la compétition pour rien au monde. Il y a des catégories spécifiques de poissons qu'on essaie d'attraper. Aujourd'hui, on va essayer de pêcher des sébastes et des truites mouchetées. Il y a beaucoup de concours en Amérique, surtout autour de la côte du golfe du Mexique. Ici, en Louisiane, il y en a tous les week-ends en été. Le Fishing Rodeo est une institution en Louisiane. Le principe est simple. Celui qui ramène le plus gros poisson dans sa catégorie l'emporte. Ralenti? Ouais, c'est bon là. Allen et ses amis cherchent le meilleur endroit où lancer leur ligne. Et peut-être attraper quelques beaux spécimens. Je n'ai jamais gagné, donc ce serait sympa de gagner cette fois-ci. Il y a des années où j'ai fini 2e ou 3e, mais jamais premier. Ce serait bien d'arriver premier au moins une fois. Allen, Randy et les autres vivent entre terre et mer, à l'embouchure du bayou La Fourche et du golfe du Mexique. Pour eux, la pêche est un mode de vie. Si vous vivez ici, que vous grandissez ici, la pêche est dans votre sang. Nous avons la chance d'avoir de l'eau douce et de l'eau salée. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous trouvez les deux à la fois comme ça. C'est vraiment un paradis pour les sportifs. Mais ce matin-là, manque de chance pour Allen et ses amis. Rien de ce qu'ils attrapent ne compte pour le concours. Ce n'est pas un mauvais poisson, mais ce n'est pas notre catégorie. C'est une ombrine. C'est dans la famille des sébastes. Mais je vais le relâcher. Au bout de quelques heures, l'équipage jette finalement l'éponge. J'ai l'impression que ça nous arrive souvent de partir pêcher, mais de ne rien attraper. Eh mec, on a essayé quand même. On a attrapé tous les poissons, c'est plus la peine d'y aller. Le bateau rentre au port, bredouille. Mais d'autres ont été plus chanceux. Pour cela, la pesée est l'étape incontournable, sous l'œil de Mandy, l'arbitre. 9,5 kg. Il ne sera pas dans le top 3, hein? Merci, bonne chance. Je suis biologiste, je suis ici pour identifier toutes les espèces. Et je relève le poids officiel de chaque poisson. Les pêcheurs concourent les uns contre les autres dans l'espoir d'être le meilleur pêcheur et de gagner les meilleurs prix. Abigail est une prétendante sérieuse à la première place dans sa catégorie, la pêche sous-marine au harpon. Ça, c'est un fusil harpon. Et on plonge en apnée, c'est-à-dire qu'on retient notre respiration au lieu d'utiliser une bouteille d'oxygène. Et ça fonctionne comme un lance-pierre. La bande de caoutchouc propulse le harpon vers le poisson et c'est comme ça qu'on les attrape. Chaque été, Abigail et son mari participent à plusieurs fishing rodéos dans le sud de la Louisiane. Voici le Vivano d'Abby. Ce sont tous deux de redoutables compétiteurs. Avec mon mari, on a acheté un bateau et on plonge ensemble. Et on est toujours à se demander, est-ce que le mien est plus gros que le tien? Et à la fin de la journée, on ne sait pas qui va gagner, quel poisson va l'emporter. C'est un grand jeu de devinettes. Et c'est ce qu'on aime. Chaque participant repart avec les poissons qu'il a pêchés pour les manger en famille. Abigail et son mari, eux, repartent avec plusieurs prix.
Pour Allen et ses amis, ça n'est que partie remise. La saison des Fishing Rodeo est avant tout l'occasion de faire la fête et de profiter de la nature généreuse de la côte louisianaise. Bonne nouvelle, tu as vu? La pluie s'arrête quand on sort de la voiture. C'est parfait. C'est bon, c'est bon. Ça fait ça ici, c'est dans le cœur des Huma. Et c'est là qu'on comprend que vous, la communauté Huma, les Indiens, vous étiez là avant tout le monde. C'est votre terre ici. Il y a une autre place que je vais vous montrer. C'est bien important pour moi et mon monde Huma. Qu'est-ce que ça représente, cet hommage à votre communauté de la part de la ville ici? Ça touche mon cœur. Ça m'a fait penser à ma mère, mon plus vieux frère, et ça serait moi, la petite fille. Ça pourrait être toi, la petite fille. D'ailleurs, ça lui mon poignard et les affaires qui ont un peu de temps pour mon monde. Ouais. Les crevisses, le collier des crevisses, le collier pour le petit enfant fait avec la bombe à l'eau, la médecine et la mousse espagnole. Ça dit qui est mon sang. C'est le monde Huma qui est représenté ici. Ça fait Jérôme, j'aimerais vous amener partir pour aller à la fête. Ah bah super. Ouais. Tu sais, quand il faut faire la fête, moi je suis toujours là. Hein. Oh ouais. Bravo! Alors, qui sont tous ces gens qui sont là? C'est tous des amis, mon monde Huma. On a rencontré le chef. Rencontré le chef. Oui. Jérôme. Bonjour. Tu rencontres Coco Corpel, le nouveau chef, le new principal chief des Huma. Enchanté. Enchanté, très honoré. Et alors là, ce que vous étiez en train de faire, cette petite danse, je sais pas comment on dit. C'est une petite danse, ouais. C'est des choses que vous aimez faire quand vous vous retrouvez. Nous aimons célébrer la vie en chantant et en dansant. C'est une danse de l'amitié. Ça veut dire quoi être chef des Huma? C'est un honneur d'être le chef, de représenter plus de 17 000 personnes, de voyager dans d'autres pays du monde et de parler pour notre tribu et de nous faire avancer. D'accord. C'est le dignitaire, comme le président des États-Unis. Et que représente la communauté Huma à l'échelle du pays entier, des États-Unis? Sur les 500 tribus que comptent les États-Unis, nous sommes la 3e plus grande. Une très importante communauté. Jérôme, je vais vous présenter Brenda, la propriétaire, et son ami Dixie, bro. Enchanté, Dixie. C'est vous qu'on a vu danser. Je me posais la question tout à l'heure, ça a une signification particulière. Il y en a 365 qui représentent chaque jour de l'année. C'est la robe des clochettes de la danse. La cuisine par là. Comment c'est Bonjour. à cuire des huiles? Ça a l'air bon derrière, hein. Je sais pas si c'est prêt, mais... Oh ouais. Tu veux essayer, Yann? Ah ouais, je veux bien goûter une, ouais. Ouais, de toute façon, c'est chaud. Allez, on va goûter cette petite merveille d'huître. Gratinée, elle a l'air merveilleux. Ça va être bon, ça. Ouais, ça, c'est bon, les huîtres du Bayou. Les huîtres du Bayou, c'est ça. De l'eau louisiane. Formidable. Avec le petit gratiné dessus, c'est une merveille. Jérôme, comment tu as trouvé ton voyage à la Louisiane? Franchement, j'ai adoré. J'aime bien tous ces mélanges culturels, de langues, d'origine qu'on retrouve ici. Et puis chez les Cajuns, chez vous, voilà, il y a toujours cette envie de festivité, de convivialité. Et voilà, c'est très généreux comme État. Et l'accueil incroyablement gentil.
Les yeux étaient là. Les yeux étaient là, tu as vu? Mais c'est parce que aussi j'ai été entouré de personnes comme toi qui m'ont aussi montré leur Louisiane à eux. Et ça, c'était précieux. Voilà, donc je remercie évidemment Jenny et tous ceux qui m'ont accompagné à la Nouvelle-Orléans ou encore à Beaubridge. Merci d'avoir suivi ce programme. J'espère que vous avez apprécié la Louisiane, que vous viendrez vous aussi vous essayer à l'accent cajun ou houma. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir ce programme en replay ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou encore Twitter. À bientôt. Au revoir. J'essaye avec l'accent. Comment on dit? Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est bien ça.